Bon, en fait, je voulais montrer des vidéos sur l'ordi, faire un peu comme des sortes de liens hypertexte version caméra, mais je sais pas encore comment trop capturer l'écran. Donc il y a des logiciels pour ça, là j'en prends un, donc je télécharge Screencast Capture Lite 1.6, qui est un logiciel libre, qui est une alternative à Cam Studio apparemment. Donc j'essaye ça, mais bon, le temps que ça télécharge, là il y a 6 minutes, donc je vais parler pendant 6 minutes entre temps. Et puis après, peut-être que je pourrais capturer l'écran de l'ordinateur, parce que j'aimerais aussi parler donc de YouTube. Là, je regardais des vidéos sur YouTube, je regardais Usul, qui a sorti un nouvel épisode. Je regardais des vidéos d'une d'une chaîne qui s'appelle Mardi Noir, et aussi d'un autre qui s'appelle La philosophie, ça sert à rien. Notamment un petit exposé sur le masochisme qui était assez intéressant, qui correspondait aussi à ce que je pensais, donc c'était plutôt cool. Enfin, moi, ça m'auto-glorifie. Et voilà. Et en fait, bon, sinon ce matin, je suis allé, en début d'après-midi, là, je suis allé imprimer des trucs. Donc ça, j'ai un... Alors je sais pas si je peux l'imprimer, mais c'est dans un cadre personnel, donc ça passe. Même si là, c'est dans un cadre pédagogique en tout cas. Donc j'ai un écrit sur le post-anarchisme. J'ai imprimé que le début, mais c'est une thèse qui a l'air plutôt bien foutue. D'un certain Étienne Desbiens-Desprez. C'est avril 2015, donc c'est assez récent. De toute façon, le terme post-anarchisme, il est assez récent. Et donc ça vient de Québec. Et c'est vrai que c'est assez chouette. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Internet, c'est qu'en fait, on tape un mot-clé et on a accès tout de suite à un lien de quelqu'un qui a fait un truc à l'autre bout du globe. Et c'est quand même un lieu de transmission du savoir beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que les frontières géographiques sont remodelées. L'espace virtuel et l'espace de transmission, bon, si ce n'est à cause de la langue, c'est vrai, il y a la langue quand même, mais il est pas... il est tout de suite... l'espace se construit très différemment. C'est vrai que pour avoir accès à une thèse faite par un universitaire québécois, faudrait que j'aille au Québec. Il faudrait que j'aille dans une université québécoise, que je tombe dessus un peu par hasard et tout, donc c'est pas facile quoi, voilà, c'est pas facile. Et en fait, c'est vrai que le cyberespace est un espace particulier qui remodèle la géographie du savoir. Alors c'est vrai que l'université fait ça aussi, puisqu'elle concentre en un lieu, dans des bibliothèques, dans des savoirs, dans des liens analogiques, une certaine géographie du savoir, mais Internet repropose ça aussi, notamment à travers des logiciels des moteurs de recherche. Et en fait, les moteurs de recherche, les annuaires, choses comme ça, les liens qui sont faits, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de vent dehors et les volets tournent. Ça fait un son un peu périodique, comme ça. Et en fait, du coup, voilà, il y a une géographie du savoir, et qu'en fait, ce qu'on fait, c'est on peut faire des dérives dans cette géographie. Moi, ça me plaît bien de trouver de focaliser mon attention sur des endroits que d'habitude on fait pas attention, ou de s'intéresser à un truc qui d'habitude est pas très intéressant, et des mouvements intellectuels marginaux par exemple. En fait, j'aime beaucoup ça parce que d'un seul coup, je me dis, c'est comme s'il y avait un petit trésor. C'est comme si on trouvait un truc dans un coin qui était abandonné derrière un buisson. On trouve une petite pépite d'un truc qu'on connaissait pas. Et moi, j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup m'intéresser à des petits trucs cachés comme ça. Bon. Voilà. Et donc là, sinon j'ai imprimé. Alors pareil, j'ai trouvé, ça traînait en PDF. Je sais pas, j'ai noté le lien internet, mais c'est pas relié à une source précisément, puisque ça traîne comme ça ça traînait en première page de Google quand je tapais anarchisme épistémologique Paul Feyerabend PDF, et on tombe là-dessus. Donc sur 8 pages de résumé de Contre la méthode, qui est un bouquin de Paul Feyerabend. Et voilà, c'est écrit en gros, réalisé par Michel Leroy, comme ça on le saura.
Et voilà, ça fait un petit résumé. Alors, c'est chouette parce qu'en fait, Paul Feyerabend, que j'avais déjà entreaperçu à travers le poulpe à lunettes, qui est un... Bon, ces choses-là, je peux les montrer vite fait peut-être. Alors, le poulpe à lunettes, c'est assez énorme comme truc. C'est un espèce de Wikipédia qui a l'air d'être construit par un certain... Est-ce que je vais pouvoir l'avoir? C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Qui est par un certain... Ah, c'est compliqué pour le trouver. Donc pour l'avoir, c'est labo.nonmarchand.org. Et c'est ce qui est nommé un espace de recherche conviviale. Comme ça, là. Donc, ça, c'est le... Alors, du coup, on voit rien, c'est génial. Voilà, donc là, il y a un poulpe à lunettes. Et qui a l'air d'être fait en grande partie par... bon, je sais pas, on va prendre un terme au hasard. Par exemple, il y a un article, c'est Pourquoi une recherche amateur? Et c'est écrit par un certain Benjamin Grassino. Et Benjamin Grassino, il a écrit beaucoup d'articles là-dessus. Alors, je pense que c'est un peu son site. C'est un petit peu une sorte de Wikipédia, mais qu'il a fait lui un petit peu dans son coin. Mais en même temps, il propose aux autres de participer, un petit peu à tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez ouvert. C'est l'idée de faire une sorte de recherche, mais une recherche à partir des écrits de Ivan Illich et de Feyerabend aussi un petit peu, j'imagine. Et en gros, d'une science non conventionnelle, une science profane, une science conviviale, et de la recherche conviviale. Et là, par exemple, il y a un article sur la recherche amateur. Bon, bah, je l'ai pas lu, hein, mais... Voilà. La recherche, une activité mystérieuse, très difficile, réservée à une élite, à des professionnels. N'est-ce pas au contraire une activité banale que l'on pratique tous les jours à son échelle, nécessaire au déroulement de la vie quotidienne? Une recherche profane. Exemple. Je veux isoler mon plafond. Je recherche les meilleures techniques pour y arriver. J'en invente un hoc. Je pose des hypothèses. S'il pleut, que va-t-il se passer? J'expérimente des techniques, etc. N'est-ce pas de la recherche? La différence entre la recherche profane ou la recherche amateur et celle des savants de métier n'est donc pas de nature méthodologique, mais tient plutôt à 2 points. Point 1. La spécificité de l'objet de recherche de ces derniers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, les coléoptères, etc. Petit 2. Les savants de métier disposent d'un monopole de fait sur les outils de recherche. Revue de publication, laboratoire, outils d'observation, etc. Excepté ces 2 points, il n'y a pas de différence fondamentale entre la recherche profane et la recherche professionnelle. Ce sont les mêmes mécanismes à l'œuvre. Et elles devraient donc pouvoir être réalisées par tous ceux qui le veulent et pour tous ceux qui le veulent. Cependant, pour ce faire, il faut, petit a, une libération des outils de recherche. Il faut casser le monopole des professionnels sur ces outils. Petit 2, il faut l'abandon d'une recherche exclusivement élitiste ou autistique. Autistique, ça me gêne comme terme, on va dire élitiste. Mue par un soi-disant désintéressement, ou au contraire, piloté par les intérêts des industriels, au profit d'une recherche pouvant, entre autres, s'orienter vers le traitement de problématiques et de solutions très concrètes. Simplicité volontaire de la recherche à l'usage de la simplicité volontaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Voilà, en fait, on peut faire un truc simple. On peut faire de la recherche simple, c'est pas la peine de trop compliquer. Voilà, il n'y a pas besoin de faire exprès de compliquer. Ça sert juste à obscurcir la recherche. Quoique, bon, moi je suis pas forcément... Mais bon, on peut, disons qu'il faut pas forcément... faut pas faire exprès de complexifier pour que ce soit exclusif et pour empêcher les gens de le faire. Voilà. Petit 3, l'abandon de l'éducation populaire qui ne redistribue pas les cartes au profit d'une transformation des outils de production et de diffusion de la recherche en outils conviviaux, ouverts à tous, facilement accessibles et appropriables par les personnes intéressées. Voilà. Et ensuite, il y a une petite note de bas de page. Donc,
L'objectif n'est donc pas d'accroître la consommation de produits scientifiques étiquetés. Le but, c'est pas de le lire beaucoup, de focaliser son attention sur les scientifiques qui tout ça, mais toujours selon des procédures opaques et fermées, comme vraies ou techniquement meilleures par la profession scientifique. Donc ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est libérer les outils de recherche de manière à ce qu'ils soient conviviaux et ouverts, de manière à ce que la production de la recherche soit ouverte et horizontale. Bon, moi, ça me plaît beaucoup, parce que quelque part, c'est ce que je crois essayer de faire. Alors, pas forcément une recherche absolument conviviale, absolument participative, etc. Mais en tout cas, j'essaye de me réapproprier, de point de vue individuel, des outils de recherche, des outils de langage, des outils d'expression, pour me construire ma propre recherche, ma propre expression, et de le faire de manière autonome. C'est pour ça qu'ici, je suis dans ma chambre quand même, disons dans l'espace domestique. Et je le fais avec des outils qui sont, qui sont pas forcément, que tout le monde n'a pas forcément, hein, les SDF n'ont pas forcément de caméra, mais des outils comme qui sont plutôt accessibles, hein, comme une caméra, comme un enregistreur, comme un ordinateur. Bon, c'est pas non plus le truc. Et voilà, et donc du coup, aussi de m'autoriser à faire de la recherche sur différents plans sans forcément avoir les diplômes associés. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de... Ça me plaît beaucoup, cette idée d'une recherche conviviale. Et voilà, donc du coup, Benjamin Grassino, voilà, il a écrit plein d'articles sur ces questions-là, et sur plein d'autres choses. Et en fait, il a... bon, tiens, par exemple, est-ce que je peux lancer le screen capture, là ? Et voilà, alors, il y a beaucoup d'articles dessus, c'est plutôt intéressant parce que c'est une recherche qui est aussi non conventionnelle, et donc aussi il y a un ensemble donc c'est beaucoup de sociologie, hein, je crois qu'il est sociologue à la base, enfin, ça se sent un peu. Et puis il est beaucoup axé sur la question du libre, et l'idée c'est de faire une sorte de recherche libre comme l'est le logiciel libre. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux... Ouh! D'accord. Ok, donc là je suis en train d'enregistrer sur le PC. Donc ça veut dire qu'au montage, je pourrais intégrer ce qui se passe sur le PC. Ok? Bon, et peut-être que ça marchera pas. Hein, peut-être que c'est pas ça du tout. Voilà, bon, donc je sais pas. Donc, je vérifie qu'il n'y a rien de compromettant sur mon bureau. Bon, c'est bon. On sait jamais. Voilà. Donc là, par exemple, il y a... je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus, là. Je suis tombé sur chercheur précaire. Ah bah tiens, il le dit, tiens, voilà. Il dit qu'il est chercheur précaire, qu'il a commencé sa thèse de sociologie comme allocataire de recherche, et qu'après il était au RMI, tout ça, et que c'était compliqué, qu'en fait... que voilà, que les institutions c'est de la merde. Je schématise un petit peu quand même. Voilà, qu'il faut publier, enfin bon, plein mal de frustrations qui sont liées à l'institution et qui va imposer un intéressement, j'imagine. Bon, je sais pas, j'ai pas lu, hein, je pense que c'est que si je lis, ça va faire du silence. Quoique bon. Allez, on va le lire pour faire un peu de théâtre. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est là juste avant, du coup, ça faisait un peu théâtre avec quand je lisais le truc de. Donc voilà. Donc Benjamin Grassino. Alors, il faudrait que j'enregistre ça aussi quelque part. Bon, si je mets par exemple, alors je vais mettre ici, nouveau bloc-notes. Parce que j'avais dit que je mettais une webographie, donc voilà, donc ça c'est la webographie. Voilà, donc ça, on a, voilà, là c'est les liens Benjamin Grassino.
Ok. Donc on a ce texte-là donc que je vais lire. Chercheur précaire. Être chercheur précaire, c'est cool. Un exemple de parcours. Oui, alors vous savez, j'ai commencé ma thèse de sociologie comme un locataire de recherche. Sympa, bonne planque, travail bien payé et pas grand-chose à faire. Puis chômeur. On pourrait croire que ça commençait à se corser, mais pas du tout, ça m'allait très bien. Je n'allais quand même pas travailler pour enrichir le système alors que je pouvais être payé sans rien faire. Vive le chômage! Puis sans revenu. Bah oui, comme on me l'a appris, une assistante sociale, on ne touche pas de RMI quand on est étudiant. Ça c'est bon à savoir ça. Parce que du coup l'année prochaine j'aurai 25 ans, c'est pile poil ce qu'il faut pour toucher le RSA. Mais... Et heureusement, coup de poker, ma thèse est passée. Un simple coup de chance. Puis après, RMiste. Tranquille, un peu galère, mais ça allait. Et pour finir, la déchéance. ATER, donc ATER, A-T-E-R, je sais pas ce que ça veut dire, au laboratoire de génie industriel de Centrale-Lille. Alors là, c'était plus dur. L'angoisse complète. Cette école, c'est le désespoir incarné. Jeunes étudiants, n'y allez surtout pas. Hein. Quant au métier d'enseignement-chercheur, hein, c'est déprimant. Vint le temps de la qualification aux fonctions de maître de conférence. Reçu, pas de problème. Seulement après, triste spectacle. Les postes sont généralement déjà officieusement attribués, mais on te fait venir quand même à tes frais parce que bon, c'est la procédure administrative qui l'exige. Et à ce moment, on se rend compte qu'au fond, on n'est rien de plus que des machines à publier qui vont être pressées comme des citrons pour alimenter des recherches inintéressantes. Quant au jury, c'est vraiment une pantomime ridicule. Ce qui a en tout cas confirmé ce que je pensais. La recherche universitaire et scolaire n'est plus qu'une course à la publication. Ça, c'est intéressant, ça. La recherche universitaire et scolaire n'est plus qu'une course à la publication. Et je pourrais renvoyer ici à Roland Gori, hein, qui en parle assez bien quand il parle de l'évaluation. Il y a une conférence de lui, que je vais mettre ici d'ailleurs, tiens, l'évaluation, Roland Gori. De quoi l'évaluation est-elle le mont? Voilà, et ça on va le mettre là. Hein. Donc là, ça, elle est très bien. Il n'y a pas de son là ouais. Donc voilà, bon, c'est un peu long, alors je vais pas tout mettre parce que ça dure 1h25, donc déjà, hein, c'est bon. Mais... c'est un point important, de la même manière, il avait été montré... Bon, voilà, il parle un petit peu des chiffres, de la quantification, et qu'est-ce que mesure vraiment la quantification, qu'est-ce que mesure l'évaluation, et que l'évaluation est quand même un gros problème. Parce que quand on évalue tout, c'est normal d'effectuer un jugement, d'effectuer un rapport de qualité, de pouvoir légitimer des pratiques et pas d'autres, une hiérarchisation. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça, mais bon, pourquoi pas. Mais par contre, il dit que dès le moment où ça passe uniquement par du chiffre et par des rapports quantitatifs et de concurrence chiffrée, et que le but c'est d'avoir le plus de publications, ça pose des problèmes, ça pose des biais en fait. Et en fait, ça encourage une certaine imposture. Puisque ce qui compte, c'est l'image qu'on renvoie et pas ce qu'on est et pas ce qu'on fait. On ne travaille plus pour la science, on travaille pour l'image de la science que l'on renvoie. Bon, enfin moi c'est un petit peu, moi c'est ce qui m'embête un peu, après il le décrit un peu mieux que ça, évidemment. Hein, bon. Voilà, donc la recherche universitaire et scolaire n'est plus qu'une course à la publication. Tout ce qui a, en tous les cas, confirmé ce que je pensais, la recherche universitaire et scolaire n'est plus qu'une course à la publication, je viens de le dire. Tout le monde s'en fout du contenu des recherches. Tout le monde s'en fout du contenu des recherches, hein, quand même. Ce qui est pas mal. Ce qui compte, c'est publier. Sinon, pour eux, t'es rien. En sachant que le système est réputé truqué. Mais quand bien même il ne serait pas, il est de toute façon intrinsèquement pourri. Il faut quand même, on y va franco. Et toucher des financements. En gros, pour aller vite, la recherche et le développement est devenu une industrie planétaire, aux finalités douteuses, avec une division du travail et une hiérarchie de plus en plus rigide et poussée. Donc c'est quand même un mec qui écrit ça, hein, c'est quand même un mec qui passe une thèse et qui est accepté en tant que maître de conférence. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Peut-être qu'il ment ouvertement, comme un mythomane, pourquoi pas, hein, mais bon, je ne crois pas trop, mais je pense qu'il est sincère. Je pense que c'est quelqu'un qui est sincère, qui est peut-être un petit peu...
je dis radical, mais c'est pas radical, qui est peut-être, comme des fois on me suspecte d'être puriste, voilà, on me dit des fois que je vais au bout de ce que je fais et que je suis un peu un puriste parce que je considère que quelque part je fais pas de l'art pour me faire bien voir, mais je fais de l'art parce qu'il y a dans l'art il y a une manière d'être proche des choses et du monde et il y a une métaphysique dedans. Et on trouve ça bizarre. Moi je trouve ça bizarre qu'on fasse pas ça, parce que si on fait pas ça, pourquoi on est en école d'art? Si on fait pas ça pour faire de l'art, pour moi ça pose une problématique en fait. Et lui c'est ce qu'il dit un petit peu, c'est qu'il dit finalement voilà, il y a une grosse mascarade parce que en fac on fait pas de la science, et alors qu'on le revendique. Et du coup il est jusqu'au bout, il va jusqu'au bout de sa pureté, parce qu'il joue pas le jeu de la fac qui pourrait pourtant être la chose la plus... Parce que bon voilà, il a travaillé, il a fait des études, on pourrait se dire, bah voilà, maintenant il a un petit métier bien payé, et puis il fait ses trucs et puis il se casse. Non, il va jusqu'au bout, il dit ça c'est pas tenable, moi j'ai des principes, j'ai une éthique et j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que du coup c'est un discours qui n'est pas en lien avec une pratique. Et ici il y a un gros problème épistémologique qui se passe. Voilà. Donc voilà, bon bref. Bon. Et bon alors on voit qu'il s'énerve, et en même temps il a raison de s'énerver, on n'a pas non plus à... je pense que c'est aussi lié en fait, à peut-être une désillusion qu'il a pu avoir, parce que s'il a passé autant de temps à la fac, c'est peut-être aussi parce qu'il croyait à quelque chose. Voilà, et bon, moi c'est pareil, j'ai passé beaucoup de temps en école d'art, et je croyais aussi à une certaine utopie dans l'école d'art, et bon, elle est toujours un peu... voilà, elle se frotte toujours, mais bon, c'est cette recherche-là qui est intéressante. Voilà. Donc après, il continue, hein, il dit je crois qu'avec ça, j'ai le droit de revendiquer le statut de chercheur précaire. Et je le fais haut et fort car c'est une chance. Ça m'a permis de découvrir qu'on peut faire de la recherche artisanale, conviviale, cool, citoyenne, indépendante et productive. Du coup, je m'active désormais, indépendamment de la méga machine scolaire, dans le secteur associatif, et je m'éclate. Et moi, je suis bien content de lire ça, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse. Moi, j'aimerais être un artiste précaire. De toute façon, hein, c'est ce qui va arriver très vite. Et même un chercheur précaire. Mais un chercheur qui puisse inventer ses outils de recherche, qui puisse, qui puisse faire un peu ce qui lui plaît aussi un peu. Voilà. Et qui ne soit pas non plus contraint à des structures trop violentes. Mais bon, en fait, c'est quand même une structure. C'est juste que là, disons que maintenant, avec Internet, avec des outils de recherche qui sont accessibles comme des caméras, avec la démocratisation des moyens de production, et j'espère de réduction et d'autres choses, et de production du temps libre, peut-être que enfin on pourrait imaginer ou accéder à des structures plus légères, qui sont en fait des structures autonomes, des entreprises individuelles presque, mais au niveau au niveau artisanal, quoi. C'est juste un nouvel artisanat qui permettent un autre type de recherche, qui ne soit pas, on va dire, dépendant de l'État. Il s'agit de s'extraire de l'État ou même du marché, ou d'une certaine forme de marché, en effet, ça se base quand même sur l'idée que la recherche ou la production de connaissances, elle est liée d'abord à son contexte d'émergence, c'est-à-dire que épistémologiquement, elle est construite dans d'abord un rapport de pouvoir. C'est un certain rapport de pouvoir qui va constituer un certain savoir. Et que du coup, il faut d'abord arriver à construire des espaces d'autonomie, des espaces qui s'extraient de ces rapports de pouvoir, ou en tout cas qui construisent d'autres rapports de pouvoir pour avoir d'autres rapports de recherche. Voilà, bon, moi ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup voilà, ce mec-là, pour ça. Et donc il a écrit beaucoup de textes. Bon, comme ça il y a très peu de temps, là il y a déjà 6 minutes, voilà, mais bon, il a fait, je trouve beaucoup de trucs assez vachement intéressants, souvent sur les mêmes thématiques, hein, sur le non marchand, sur le libre, sur la recherche, sur des choses comme ça. Mais c'est vraiment assez chouette. Alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est sur les rituels libres. Alors c'est pas lui qui l'a écrit, on voit qu'il y a d'autres gens qui ont contribué aussi.